Merci à tous les deux d'être ici avec nous aujourd'hui. Laure Belluzzo, je me tourne vers vous tout d'abord. Quel est votre, ou peut-être, en tout cas ce sera une question pour vous deux, quelle est votre vision de la souveraineté numérique chez Crédit Agricole ? Bien, notre vision, je crois que ça a été pas mal dit depuis le début de la matinée, c'est d'avoir finalement une dépendance qui est choisie, raisonnée et autant que possible limitée. Et c'est pour ça qu'on est partie prenante de tous les projets français en particulier, européens aussi, qui visent à permettre de trouver des alternatives aux géants américains. Michel, sur cette question. Alors, en fait, quand on interroge les Français et qu'on leur demande quel est leur tiers de confiance, ils citent en premier les banques. Et je pense qu'ils ont raison de citer les banques parce que pour nous, en fait, notre métier, c'est la confiance. Et en fait, cette confiance, elle ne peut jamais être entamée, elle peut être jamais remise en cause, que ce soit sur la banque au quotidien, les paiements, l'épargne, les crédits. Et puis tout simplement, j'ai envie de dire, sur la garantie de leurs données et de leur vie personnelle. Et puis, un autre aspect pour moi sur la souveraineté numérique, c'est que pour moi, la souveraineté numérique, c'est d'abord des règles et une régulation qui est commune. Nous ne demandons pas une surprotection de l'Europe, nous ne craignons pas non plus la concurrence des GAFAM ou des BATIX, qui sont pourtant extrêmement puissants, extrêmement innovants. Mais ce que nous demandons, en fait, c'est un triptyque, c'est même activité, même règles, même régulateur. Et il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Parce que si les GAFAM et les BATIX, elles n'ont pas besoin d'avoir des avantages compétitifs liés à des distorsions de concurrence, parce qu'elles sont déjà puissantes, elles le sont de plus en plus. Et si jamais nous ne sommes pas vigilants, l'écart qui se creuse va devenir irréversible. Et je pense que le sujet, comme on le traite aujourd'hui, de la souveraineté numérique, finalement, on le traitera dans les livres d'histoire ou dans des animations de réunions sur l'histoire et non plus sur le volet technologique. Voilà, donc soyons vigilants. Donc on va regarder les livres d'histoire avec beaucoup d'intérêt dans les années suivantes. Peut-être une question à vous, Laure Belluzzo, sur le sujet du secteur bancaire et financier. C'est un secteur qui a investi énormément en technologie, dans les systèmes d'information, hein, et vous êtes bien placé en tant que directrice générale de Crédit Agricole Technologies et Services. On a le sentiment qu'il y a un vrai sujet sur ce sujet de souveraineté quand on entend Jean-Paul Mazoyer, qui est le DSI du groupe Crédit Agricole, et je le cite, dire, ça a été cité dans l'étude ce matin, il est inenvisageable que nous puissions fonctionner aujourd'hui sur les seules technologies européennes. Des technologies indispensables comme sur les réseaux, le cloud, l'IA, la bureautique sont fournies presque exclusivement par des entreprises US. Comment vous gérez cette dépendance en matière de technologie, à la fois sur les grands systèmes, les mainframes, mais aussi sur tout ce qui est, j'allais dire, les suites bureautiques ou cloud, dans lesquelles ils sont, en tant que grands acteurs, absolument incontournables. Comment ça se passe ? Alors évidemment, Jean-Paul Mazoyer a raison. Nous avons une certaine forme de dépendance et il y a des grands acteurs, en particulier américains, qui sont incontournables. Aujourd'hui, sur les solutions bureautiques, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas avec un bon niveau de sécurité. Sur le mainframe, et vous savez que dans la plupart des banques traditionnelles et des assureurs traditionnels, tous les grands systèmes, on les a bâtis sur ces technologies. Sur le mainframe, il n'y a pas d'alternative. Et donc, l'enjeu pour une banque et un établissement financier comme le Crédit Agricole, c'est finalement d'avoir un plan à la fois de sortie et de limitation de la dépendance. Alors, si je prends par exemple le mainframe, c'est une technologie qui est vieillissante. L'enjeu pour tous les établissements qui en ont, et évidemment, le premier d'entre eux, qui est le Crédit Agricole pour nous, c'est d'avoir un plan à marche résolue de sortie progressive de cette technologie. C'est aussi une façon de limiter notre dépendance, très clairement. Quand on parle du cloud, nous avons tous notre cloud privé, sur lesquels nous faisons tourner les systèmes d'information modernes, pour le coup, qui contiennent les données les plus sensibles de nos clients. Mais en parallèle, nous avons aussi accès au cloud public parce qu'il y a un certain nombre d'applications qui ne contiennent pas de données clientes et qui, à contrario, vont bénéficier des performances de calcul à l'échelle mondiale qu'ils peuvent bien sûr offrir. Donc c'est ça la stratégie, c'est de savoir quels risques on prend, de les regarder en face, de se le dire, en fonction des risques, décider la voie qu'on choisit, et puis ne pas perdre la compétence.
et parfois aussi résolument investir pour sortir d'une dépendance dont on ne veut plus. Alors, ça veut dire que vous pouvez faire des choix qui ne sont pas des choix financiers, d'optimisation financière, pour vous assurer de progressivement sortir de schémas de dépendance. Oui, très souvent, on est amené devant ce dilemme. Alors, c'est toujours un dilemme compliqué pour des établissements qui sont, en partie comme le nôtre, cotés. On a un dilemme entre une proposition souvent alléchante de ces acteurs-là, qui est si tu veux une réduction, il n'y a pas de problème, je vais te la donner, mais en échange de cette réduction, tu vas acheter plus de solutions de notre marque. Alors ça, c'est un dilemme intéressant. Il y a des moments où on peut dire oui parce que ce n'est pas très engageant, mais chaque fois que l'acquisition de nouvelles solutions de ces géants américains est très engageante pour l'avenir, moi je pense qu'il faut considérer ça avec beaucoup de patience et de recul, regarder les risques. On est en train de mettre les doigts dans le pot de confiture. Et donc si on trouve que le pot de confiture il va être très collant pour l'avenir, ben surtout prenons le risque financier et mettons pas nos doigts là-dedans. Voilà, quitte à payer un petit peu plus. Voilà. Alors vous, justement, vous évoquez les risques. Quels sont les principaux risques liés à la souveraineté technologique pour le secteur bancaire et le secteur financier ? Alors moi, je vois 3 risques. Le premier, on en a pas mal parlé ce matin, c'est tout simplement le risque de perte de compétences et de dépendance technologique. Quand vous faites appel à des technologies comme ça, de géants, notamment américains, vous pouvez petit à petit être en totale dépendance et ne plus avoir dans vos équipes des capacités de finalement remettre en cause ces technologies ou d'en sortir ou de les maîtriser tout simplement. Le deuxième risque que je citerai, c'est un risque financier, on vient un peu d'en parler. On va faire simple. Vous savez, l'inflation, ça va être à peu près 0,8, je crois, cette année en France. Bon, ben, le taux moyen de croissance d'une facture avec un géant américain dans lequel vous êtes dans une forme de dépendance, c'est entre 5 et 10% selon les produits. On sent bien qu'il y a un petit hiatus. Nous, on facture heureusement pas à nos clients des prestations qui augmentent de 5 à 10% tous les ans. Voilà, donc on a un vrai enjeu de maîtrise de nos coûts. Et puis le troisième risque, et c'est important bien sûr pour nous au premier chef, c'est un risque d'image lié finalement à la possibilité que donne le Cloud Act aux États-Unis de pouvoir accéder aux données qui sont hébergées dans le cloud public. Et ça, c'est un risque vraiment d'accès à des données confidentielles que sont celles de nos clients. Et c'est un risque qu'on peut essayer de limiter, notamment avec toutes les technologies de chiffrement dont nous parlions tout à l'heure, mais c'est un risque préoccupant et encore une fois, il faut mesurer ce risque et essayer de le limiter et en fonction des risques résiduels, les prendre ou non. Peut-être une question à Michel Ganzin. Vous êtes le directeur général adjoint donc, de Crédit Agricole SA, mais vous êtes aussi, ce qui est important, le président du groupement GE Bancaire. Comment vous voyez la souveraineté numérique sur le sujet des paiements, qui est un sujet absolument stratégique aujourd'hui? On a vu des acteurs américains et des startups aussi prendre des positions extrêmement ambitieuses sur le sujet. Comment vous envisagez la souveraineté numérique aujourd'hui et bien sûr demain avec ces acteurs? Alors, dans les paiements, effectivement, la souveraineté numérique prend une dimension très, très particulière parce que les paiements, c'est la vie des gens. Et c'est la vie des gens au quotidien. Et par exemple, nous, au Crédit Agricole, derrière les paiements, c'est cette relation de proximité, cette relation intime que nous avons tous les jours. Nous traitons plus de 10 milliards d'opérations sur tous les moyens, tous les paiements, en fait, et toutes les transactions. C'est à peu près 20-25% de part de marché, 25-30% de part de marché en France, à presque entre 7 et 10% au niveau européen, dans ce qui est colossal. Et cette intimité-là, elle ne peut pas pâtir d'un manque de souveraineté numérique. Et nous l'avons vécu, moi je l'ai vécu, je le vois au Crédit Agricole, et puis notamment en tant que président du GE Carte Bancaire, parce que je vais vous raconter une histoire, parce que souvent quand on parle de souveraineté numérique, on dirait qu'on parle de quelque chose qui concerne des experts, qui est très loin, et en fait ça concerne tous les gens et dans leur vie quotidienne. Les vrais gens, comme disait Luc Julia. Les vrais gens, exactement. Et en fait, on rentre dans la crise sanitaire, on est en train d'être confiné.
Les Français prennent conscience de ce que sont les risques du Covid, prennent conscience des gestes barrières pour éviter de le propager. Et le sans contact, le paiement sans contact devient un de ces gestes barrières. Et donc les Français veulent faire quasiment tous leurs achats en proximité dans les commerces qui restent ouverts pendant cette période et donc veulent payer tout sans contact. Et c'est là qu'on s'aperçoit effectivement que le sans contact est possible avec la carte bancaire, mais que jusqu'à 30 €. Et donc là, on prend conscience qu'il faut aller au-delà. Et on décide avec l'écosystème français, à la fois les banques, les industriels, les commerçants, bien entendu le GE Carte Bancaire, moi le président et puis accompagné du directeur général Philippe Lolani de Carte Bancaire, on prend la décision d'augmenter le plafond à 50 €. On sait exactement ce que l'on est en train de faire parce que les paiements, quand ça ne fonctionne pas 10 minutes ou un quart d'heure, ça prend une proportion très frustrant, qui est juste colossale. Quand vous avez tout le monde en télétravail, et si jamais vous plantez le système, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Nous savons également que nous avons mis 18 mois à passer le plafond de 20 à 30 € il y a quelques années, et avec tous les experts que j'ai cités de l'écosystème qui étaient présents sur site. Et là, nous avons l'ensemble de cet écosystème qui est en télétravail total. Bref, nous prenons la décision, nous travaillons d'arrache-pied et en plus, nous arrivons à faire quelque chose d'assez extraordinaire finalement, c'est de se fixer une date et de dire qu'il faut qu'on soit prêt pour le 11 mai, le jour où du déconfinement et où la France reprend... Donc entre le moment où la décision est prise et le moment du 11 mai, il s'est passé combien de temps ? Quelques semaines. Quelques semaines parce qu'on a en fait, dès le confinement, on a ouvert le capot pour voir si c'était possible. Et en fait, on a décidé du 11 mai parce qu'on avait un niveau de confiance le lendemain du discours d'Emmanuel Macron qui devait se situer au 13 ou 14 avril et qui annonçait justement qu'on pouvait être déconfiné à partir du 11 mai. Et comme on avait ce niveau de confiance-là, au moment où on prend la décision, on dit mettons-nous le challenge en plus de le faire le 11 mai. Et donc, on prend cette décision. Et donc, le gouvernement, on a eu beaucoup d'interactions avec le gouvernement pendant cette période-là, qui était attentif, parce que, bien entendu, c'était une attente de la population française. Et en même temps, au-delà de ces 50 €, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas payer au-delà de 50 € avec un autre moyen de paiement, même si ce n'est pas la carte. Et ça tombe bien. On a les mobiles qui permettent de faire des paiements au-delà de 50 € en proximité. Et puis, il y a plusieurs applications, mais il y a une application interbancaire qui s'appelle Paylib et qui permet finalement de toucher tous les Français. Et là, donc, on se dit, c'est parfait. Du coup, on peut faire jusqu'à 50 € sans contact avec sa carte. Et puis, finalement, au-delà de 50 €, pour ceux qui ont un smartphone, ils peuvent payer en proximité. Alors, c'est vrai et c'est faux. Et c'est là où on voit qu'on n'a pas de souveraineté numérique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ceux qui ont un iPhone, pour que le terminal communique avec le téléphone, enfin que le téléphone plutôt communique avec le terminal, il faut une antenne NFC, Near Field Communication. Et le problème, c'est que cette antenne NFC, dans les iPhones, elle est bloquée. Et donc, vous pouvez avoir n'importe quelle application dans votre iPhone, vous pouvez l'approcher du terminal de paiement, ça déclenchera jamais un paiement. Pour vous, c'est un sentiment de sécurité, c'est une volonté de sécurité d'Apple ou c'est plutôt pour protéger Apple Pay ? Je ne sais pas en tout cas, ce qui est certain, c'est que par contre, du coup, comme vous pouvez payer qu'avec Apple Pay, ça développe énormément les paiements de chez Apple Pay, puisque c'est la seule solution. Et donc, vous voyez, pour moi, la moralité de cette histoire, elle est intéressante parce que vous êtes en France, vous êtes en crise sanitaire, vous êtes le gouvernement, vous êtes le régulateur, vous êtes les banques, vous êtes qui vous voulez. Et vous avez 25% des Français, parce que le taux de pénétration d'Apple en France, il est assez élevé, qui finalement... ne peuvent pas payer en proximité sans contact, sauf si, bien entendu, ils utilisent la solution qui est offerte par Apple. Moi, j'ai été marqué par ça. Je trouve que on doit être extrêmement vigilant parce que ça touche nos vies, cette souveraineté numérique. D'ailleurs, pour nous, les grands enjeux, ils sont là.
C'est un modèle de vie, c'est pas uniquement des paiements. Et donc, moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, c'est que nous avons, il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée générale par un député qui s'appelle Pierre-Alain Raffan. Nous soutenons cette démarche-là, moi en tant que président du GE Carte Bancaire. L'Europe a pris conscience de ça et a embarqué ce sujet dans le Digital Market Act qui va prendre forme. Mais l'Europe, le problème, c'est que c'est un temps long. Et on n'a pas ce temps long. Je veux dire, aujourd'hui, les dégâts, c'est quotidien si on laisse faire ça. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est que nous légiférons en France très, très rapidement. Il y a le texte de loi, il y a tout. Il n'y a plus à attendre. Je ne vois pas pourquoi on attend. Et donc, il faut légiférer. Les Allemands l'ont fait. Et c'est pour ça, si on pouvait avoir une combinaison, finalement, d'avoir deux grands pays, l'Allemagne et la France, qui légifèrent simultanément. Spontanément. Enfin, l'Allemagne l'a déjà fait, donc nous, on les rejoindrait, et ce qui donnerait beaucoup plus de force pour qu'après, l'Europe prenne le relais. Et encore une fois, ce n'est pas un message contre Apple ou contre les big tech, c'est juste qu'à un moment donné, elles n'ont pas besoin de ça. Et nous, en revanche, je veux dire, si on veut investir et si on veut ne pas décourager les investisseurs européens et si on veut garder notre sécurité, notre souveraineté numérique, il faut qu'on ait le level playing field. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais en revanche, il ne faut pas en parler, il faut agir. Voilà, à un moment donné, il faut vraiment agir. Je pense que le message est passé. Hein. Oui, absolument. Alors, on va continuer justement de parler du législateur. Le législateur qui est très présent quand même dans votre secteur en particulier. C'est un cadre, c'est une protection, mais est-ce que ce n'est pas aussi un frein à l'innovation dans votre secteur en particulier ? Alors, d'abord, je voudrais dire que le législateur et le régulateur fait des textes qui souvent sont pleins de bon sens. Je vais vous donner un exemple. Très récemment, l'ACPR, qui est l'autorité de tutelle à la fois pour les banques et pour les assurances, vient de sortir une modification de son règlement sur le contrôle interne qui dit qu'il y a un risque qui est très important, qui prend une ampleur majeure pour vous, c'est le risque IT. Il vous faut renforcer tous vos dispositifs de prévention, de maîtrise de ces risques IT, faire en sorte que tous vos dirigeants les comprennent mieux et y soient plus sensibles. Moi, honnêtement, je ne peux être que favorable à ce type de réglementation, même si ça va nous créer des contraintes. Le législateur, là en l'occurrence le régulateur, a raison. Donc je ne rejette absolument pas la réglementation, nous en avons besoin. C'est aussi une façon de redonner confiance aux Français envers les banques. Voilà. Donc d'abord, on y est favorable. Après, le bémol que je vais mettre, c'est qu'il y a finalement une distorsion de concurrence qui peut survenir, notamment face à des GAFAM, face à des AssureTech, à des FinTech, à des RegTech, qui ne sont pas assujettis à ce niveau-là de législation ou de réglementation et qui font des choses souvent très sympathiques, avec des parcours clients, une UX qui est fantastique, mais avec finalement un niveau de contrainte extrêmement faible. Et donc, c'est plus sympa que ce qu'on peut faire dans un univers régulé. Et c'est une vraie distorsion de concurrence. Et c'est ça qui nous préoccupe. C'est un frein à l'innovation pour nous que d'avoir des prérequis de certification, de tels parcours biométriques, etc., etc. Je le comprends du point de vue du législateur et du régulateur, mais ce qui n'est pas logique, c'est la distorsion de concurrence. Et ça, on la voit par rapport aux FinTech, par rapport aux AssureTech, et même dans le monde de la finance, on a une distorsion de concurrence par rapport à nos compétiteurs américains qui n'ont pas du tout le même niveau de réglementation et qui ont un certain nombre de libertés que nous n'avons pas. Donc vous n'êtes pas soumis aux mêmes contraintes ? Pas exactement. Donc quoi, entre le secteur bancaire et les applications ? Exactement. Alors justement, si on considère cette accélération du digital dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur le paiement sans contact, lié à la pandémie, si on prend le phénomène de concentration générale du secteur bancaire et assurantiel, comment vous voyez la souveraineté numérique de la banque et de l'assurance de demain ? Comment on peut imaginer que cette souveraineté dans les règles actuelles, mais également peut-être en se projetant et avec un législateur attentif, et un consommateur qui pourrait peut-être être responsable aussi sur un certain nombre de sujets, parce que ça nous concerne tous. Comment vous voyez cette souveraineté demain, idéalement, de la banque et de l'assurance de demain ?
Je pose la question à tous les deux, hein, bien sûr. Moi, je vais rester dans le domaine des paiements, justement, parce que on le voit. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une concentration mondiale ou européenne aussi importante que vous l'évoquez. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une concentration dans le monde des paiements et il y a une concurrence qui est colossale et à l'échelle internationale au niveau des paiements. Et l'Europe, finalement, a décidé de se mobiliser. Les 22 acteurs européens ont décidé de se mobiliser pour créer finalement un projet qui s'appelle à ce stade EPI, pour finalement créer un scheme qui pourrait être l'équivalent à l'échelle européenne de Visa Mastercard, qui embarquerait tous les nouveaux moyens de paiement, les wallets. Donc en même temps, ça viendrait apporter une solution sur le paiement mobile. Et nous avons décidé justement d'agir et de mettre nos forces en commun pour justement essayer de faire un projet qui soit créateur de valeur. On ne fait pas un projet contre, d'ailleurs, on fait un projet pour les citoyens européens, pour les commerçants européens, pour l'Europe, pour faire en sorte que justement on apporte un service qui correspond, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui n'est pas uniquement des moyens de paiement ou un moyen de paiement, mais qui correspond tout simplement à une forme de vie, à une privacité des données, voilà, à une souveraineté qui nous permet justement de garder nos choix. Moi, je vois, avec le Crédit Agricole, on a fait une expérience. On a été en Chine et on s'était fixé comme objectif de faire des achats dans un quartier commercial chinois. Donc on avait des espèces et on avait également des cartes qui sont plutôt normalement acceptées un peu partout. On n'a pas pu acheter une bouteille d'eau. Voilà. Je veux dire, on n'a pas pu acheter une bouteille d'eau parce que tout simplement, c'est soit vous avez, il y a un petit carré, un QR code bleu et un QR code vert. C'est soit WeChat, soit Alipay. Sinon, vous ne buvez pas. Voilà. Et donc, on voit bien que j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça le monde que l'on veut nous demain en tant qu'Européens? Et donc, pour moi, encore une fois, les paiements, c'est pour ça qu'ils sont cruciaux, parce que c'est des sujets de société, c'est des sujets de valeur, et à travers cela, il faut vraiment s'investir. Alors, le Crédit Agricole, on est partie prenante, on est un des grands acteurs qui portons ce projet à côté des autres banques européennes, ce projet EPI. Moi, je suis moi-même investi et au board de pays pour justement faire en sorte, c'est pas facile de mener un consensus, mais il faut vraiment là maintenant qu'on agisse parce que vous savez, il y a un moment donné, les fenêtres de tir existent. Elles existent, mais après, elles se rétrécissent, elles se rétrécissent, et un jour, elles disparaissent, et après, c'est trop tard. On a raté un projet un peu similaire qui s'appelait Monnaie il y a une dizaine d'années. On a une chance, une deuxième chance 10 ans après. Je ne suis pas sûr que l'on ait encore cette chance-là en 2031. Donc, vous voyez, donc il est temps maintenant de faire fi de nos différences, de mettre en avant justement tout ce qui nous rassemble et d'agir pour faire en sorte, voilà, je vous rappelle les enjeux, nous pour Crédit Agricole, c'est 10 milliards d'opérations, mais au-delà, pour nos commerçants, c'est aussi 3,7 milliards d'opérations en acquisition. On est le 5e acteur européen, donc bien entendu, on s'investit, on s'inscrit pleinement dans ces projets. Laure, peut-être, votre point de vue sur la souveraineté numérique Alors, au-delà des paiements, et bien sûr, je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Michel, au-delà des paiements sur l'informatique, notre enjeu, c'est d'éviter le risque de fuite en avant. Vous avez la pression de l'accélération du numérique, la pression des délais, et de temps en temps, une solution d'un grand acteur américain, par exemple, peut vous faire gagner beaucoup de temps. Je le redis, il faut prendre quand même quelques instants de patience pour mesurer les risques, mesurer la réversibilité. C'est vraiment une chose que nous, on regarde de très près. Chaque fois qu'on prend une solution, en particulier de ces acteurs-là, on se dit, est-ce que j'ai une alternative le jour où ça ne me convient plus? Le jour où les relations avec ces gens-là ne sont plus bonnes, est-ce que j'ai une alternative? Et ça, c'est ce qu'on regarde de très près. Et puis, de temps en temps, on va un poil moins vite parce qu'on va le faire nous-mêmes.
pour pas mettre, encore une fois, les doigts dans le pot de confiture. Voilà, c'est ça, c'est une très belle image. Donc votre conseil, c'est bien prendre le temps de la réflexion. Mesurer les risques. Mesurer les risques et la réversibilité. Exactement. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vous propose de prendre une question qui nous arrive donc des personnes qui nous regardent à distance. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur l'adresse email hello@natexplo.com. Alors, cette question peut-être pour vous, Laure. On parle beaucoup de souveraineté au niveau national, au niveau européen. Quid des territoires? Est-ce qu'il ne faut pas construire au niveau des régions? Alors bien sûr, vous savez qu'au Crédit Agricole, c'est notre credo. Notre credo, c'est de faire vivre les territoires sur lesquels nous sommes implantés. Nous avons des caisses régionales, 39 sur chacun des territoires. Et le rôle notamment des caisses régionales, c'est d'animer, de faire vivre, de faire croître les territoires, leurs habitants, leur économie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un réseau de villages BAICA. Donc dans chaque caisse régionale, vous avez un village qui héberge des start-up. Et ce sont des start-up territoriales de la région. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait vivre la région, mais aussi parce que les start-up, aujourd'hui, elles ont bien compris, avant le Covid, qu'il y avait un intérêt à être à Bordeaux, à être à Lyon, à être à Aix-en-Provence, et que ça attire aussi des talents, et ça a de la richesse. Nous, par exemple, dans mon entreprise, nous travaillons avec certaines start-up du village, notamment une qui nous a fait une proposition de solutions de chiffrement sur le cloud. C'est extrêmement utile. C'est un enjeu de souveraineté dont on vient de parler. Mais c'est ça la force de ces réseaux de start-up. Et il faut être sur les territoires pour les accompagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé en quelque sorte ce réseau pour donner la parole au territoire avec un certain nombre de start-upers qui vont prendre la parole à travers des petits spots tout le long de la journée, puisqu'on a considéré que c'était un programme important pour nous et le ministère, bien évidemment, avec Télécom Paris, de donner la parole aux régions, de donner la parole aux territoires. Et on est passé par le réseau Village BAICA parce que, bien évidemment, il y avait une légitimité et qu'il y a des start-up tout à fait intéressantes. Et d'ailleurs, on va avoir le plaisir d'en accueillir une très prochainement. Voilà. Absolument, mais il nous reste 2 minutes, donc peut-être on peut prendre une autre question. Est-ce que vous pensez, vous avez parlé de ces situations un peu déloyales, est-ce que vous pensez que le législateur européen fait ce qui doit être fait pour lisser ces situations déloyales? Alors, moi, je veux bien répondre à cette question. D'abord, justement, de par ma position sur le projet EPI, je remarque effectivement l'attention qui est menée par la DG Comp, et c'est son job, elle le fait bien, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Et donc, nous, le projet EPI, il est vraiment screené sur tous ces aspects de distorsion de concurrence. Et donc, à la fois, je trouve que c'est bien, ça m'a fait prendre conscience du rôle de la DG Comp, et à la fois, du coup, ça a exacerbé mon incompréhension sur le fait que, ben oui, qu'il y a certaines choses qui existent et qui sont, j'ai envie de dire, parfois, ma grand-mère me disait, on cherche la paille dans le regard de l'autre et on ne voit pas la poutre dans son propre, dans son propre regard. Et c'est là où, justement, c'est quelque chose qui me fait prendre conscience donc qu'il y a vraiment du travail à faire. La DG Comp est le bon interlocuteur. Ils ont pris les choses en main. Maintenant, encore une fois, il y a le Digital Market Act qui va arriver. Il faut qu'on passe des textes à l'action, voilà. Et j'ai envie de dire, moi, je suis très optimiste. D'ailleurs, j'ai une phrase, une citation de Saint-Exupéry que j'adore, finalement. L'impossible recule toujours quand on marche vers lui. Et donc, marchons vers lui. Eh bien, Belle conclusion. merci beaucoup pour cette citation.